Bonsoir tout le monde, salam alaikum. En nous attendant un peu que le nombre d'auditeurs augmente, la présentation d'aujourd'hui va concerner le choc cardiogénique. Nous avons décidé d'axer cette présentation essentiellement sur la physiopathologie de l'atteinte cardiaque ou en fait des déterminants de cette atteinte cardiaque dans le choc cardiogénique en particulier. Et nous allons, enfin, à partir de là, déduire les grands principes de prise en charge. C'est une présentation qui se veut donc destinée essentiellement aux internes et aux externes en médecine et qui fait suite en fait à notre série de vidéos sur les états de choc. Je vous rappelle, donc on a fait déjà les généralités des états de choc, le choc septique et le choc hémorragique. Donc je vous invite à revoir ces présentations afin de mieux comprendre les points communs entre les différents états de choc, essentiellement ce qui est donc en relation avec l'hypoperfusion tissulaire et les mécanismes d'adaptation de l'organisme dans les tâches macrovasculaires, microvasculaires et cellulaires aux différents états de choc. Et bien sûr, donc au choc cardiogénique. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer. On va commencer donc par une introduction et quelques définitions, essentiellement donc un peu d'épidémiologie, puis de la physiopathologie, de l'atteinte cardiaque et de comment est-ce qu'on peut apprécier cette défaillance cardiaque ou cette défaillance ventriculaire dans le choc cardiogénique et quels sont les déterminants de cette défaillance. Puis nous parlerons des étiologies, un peu de clinique, et nous terminerons par les grands principes, les grandes lignes de prise en charge. Je ne pourrai pas m'attarder sur donc, la prise en charge effective de ces états de choc, de l'état de choc cardiogénique, pardon. Mais je vais essayer de souligner les lignes qui me paraissent importantes et surtout ce que vous avez donc l'habitude de voir probablement dans les services. Et parfois, vous ne comprenez pas. Donc, j'essaye de donner des explications qui font donc que vous pourrez utiliser pour prendre en charge donc, le choc cardiogénique. Voilà. Alors, il faut savoir que, comme nous avons déjà dit lors de la première vidéo sur le générateur sur les états de choc, que la définition d'un état de choc en général, c'est une insuffisance circulatoire aiguë. Dans le choc cardiogénique, cette insuffisance circulatoire aiguë est due à une défaillance cardiaque, c'est-à-dire à un bas débit cardiaque, et que cette défaillance cardiaque ou cette insuffisance circulatoire aiguë va avoir comme conséquence une inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène, c'est-à-dire une hypoperfusion tissulaire, une souffrance tissulaire, et aboutir au final, si rien n'est fait, à une nécrose tissulaire, à une atteinte irréversible des organes et une dysfonction multiviscérale qui engendre le décès. Donc, ces trois points importants que sont l'insuffisance circulatoire, qui est donc on va dire, le début du choc cardiogénique, le bas débit cardiaque ou la défaillance cardiaque qui est en fait le primum movens ou le déclencheur de cette insuffisance circulatoire et l'hypoperfusion tissulaire qui en est la conséquence sont les trois éléments à déterminer afin de définir ou de diagnostiquer un état de choc cardiogénique. Mais ces éléments sont généraux et on sait que cliniquement, il faut pouvoir déterminer à quel moment le patient est en insuffisance circulatoire ou est à risque de développer cette insuffisance circulatoire, quel est le débit cardiaque du patient et quels seraient les signes d'hypoperfusion. Et donc pour cela, différentes définitions ont été proposées et étant donné que ça reste des approches, donc elles peuvent différer d'une définition à une autre selon les études, selon l'expérience. Et vous voyez par exemple que pour approcher l'insuffisance circulatoire, on prend généralement la pression artérielle systolique, on en a déjà parlé. Donc une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure était déjà proposée dans l'étude choc de 1999 de plus de 30 minutes ou la nécessité de drogues vasoactives pour maintenir cette pression artérielle systolique supérieure à 90 mm de mercure. D'autres études ont proposé de rajouter
une PAS inférieure à 100 mm de mercure, c'est-à-dire une hypotension ne répondant pas au remplissage, c'est-à-dire en fait enlever la part hypovolémique qui peut accompagner le choc cardiogénique aussi, c'est-à-dire qu'il y a toujours, enfin, qu'il peut y avoir toujours une part hypovolémique qu'il faut éliminer, et ça reste controversé, mais c'est ça en fait la difficulté de la pratique de tous les jours. Quelle est la part de l'hypovolémie dans les chocs cardiogéniques? Est-ce qu'on va être bénéfique ou au contraire délétère en faisant ça, etc. Donc, nous allons essayer d'expliquer un peu ces points-là. Mais globalement, c'est toujours donc une hypotension inférieure à 90 mm de mercure généralement pour apprécier l'insuffisance circulatoire. Mais nous savons et nous avons dit que l'hypotension n'est pas toujours présente, elle n'est pas obligatoire et surtout elle peut ne pas être enfin, les chiffres de tension artérielle peuvent varier d'un individu à un autre et peuvent ne pas être liés ou peuvent ne pas, les valeurs peuvent ne pas être les mêmes pour différents patients. À partir de là, donc, une hypotension est souvent retrouvée, mais on répète, elle n'est pas obligatoire et il faut quand même prendre le patient dans sa globalité pour pouvoir apprécier sa gravité et faire donc le diagnostic d'un état de choc et de l'état de choc cardiogénique. Le deuxième point, ce sont les signes d'hypoperfusion. Donc, les signes d'hypoperfusion tissulaire, nous avons dit, c'est globalement trois grandes fenêtres. Nous avons sur la perfusion des tissus, nous avons la fenêtre neurologique, c'est-à-dire la présence d'atteinte neurologique, de confusion, ça signe une hypoperfusion cérébrale. Nous avons la peau, qui est un très bon indicateur de la perfusion de l'organisme. Donc, la froideur des extrémités, la cyanose, les marbrures sont des signes d'hypoperfusion tissulaire cutanée et donc potentiellement d'une hypoperfusion tissulaire. Et bien sûr, un élément important pour le suivi, c'est l'oligurie, donc une diurèse inférieure à 0,5 ml par kilo et par heure, est un très bon indicateur de cette défaillance. Ce sont les signes cliniques d'hypoperfusion. Nous avons des signes biologiques, défaillance d'autres organes, le foie, la créatininémie pour le rein, mais nous savons déjà que ces patients ont souvent des défaillances chroniques et ils peuvent peuvent nous fausser en fait le diagnostic. Et essentiellement, donc le signe biologique le plus important, c'est le taux de lactate. La lactatémie donc signerait l'élévation de la lactatémie. Dans ce contexte d'insuffisance circulatoire, signerait l'hypoperfusion et le métabolisme anaérobe. Le troisième point, c'est le bas débit cardiaque, c'est-à-dire le déclencheur de cette insuffisance circulatoire, de cet état de choc, pardon. Le bas débit cardiaque est difficile à apprécier ou à mesurer dans la pratique quotidienne. Il faut des moyens invasifs, souvent, et souvent pour détecter pour diagnostiquer le patient en état de choc, nous allons recourir à des moyens qui vont permettre d'estimer ce débit cardiaque, de l'approcher, en tout cas d'apprécier son niveau. Et pour cela, donc, nous allons utiliser les signes cliniques, toujours. Le fait qu'il y ait une hypoperfusion, une froideur des extrémités, une cyanose, et en rapport généralement avec un bas débit cardiaque. Mais nous avons aussi l'écho-cœur. L'échographie cardiaque peut nous apprécier la contractilité ventriculaire, peut apprécier le volume d'éjection systolique, et donc nous pourrons estimer le débit cardiaque à partir de l'échographie cardiaque, qui reste un élément important, je dirais obligatoire quasiment, pour la caractérisation de l'état de choc en général et du choc cardiogénique. Et donc, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour appeler donc à une plus grande utilisation de l'échographie cardiaque pour les états de choc en général, que ce soit aux urgences, en réanimation et non pas seulement en cardiologie. Le troisième élément, enfin l'élément en rapport avec le bas débit cardiaque généralement, donc un autre critère hémodynamique, c'est l'élévation des pressions
de remplissage du ventricule gauche, donc généralement appréciée par la pression artérielle pulmonaire occlusive, la PAPO, qui, dans les définitions, donc on dira que la PAPO doit être supérieure à 15 mm de mercure ou à 18 mm de mercure selon les études. Mais globalement, cette PAPO pourra être appréciée aussi par l'étude clinique. Nous savons que si nous avons un sub-OAP ou un OAP, ça veut dire qu'il y a probablement une élévation de la pression de remplissage. Et donc, c'est un élément qui va être en plus, c'est-à-dire un bas débit avec surcharge pulmonaire. Nous pourrons dire que probablement, il y a une dysfonction systolo-diastolique et c'est ça qui est à l'origine de notre état de choc. Nous pouvons nous aider aussi, si la clinique est pauvre, nous pouvons nous aider par l'échographie thoracique ou pleuropulmonaire pour apprécier la présence de liquide dans l'interstitium ou dans les alvéoles par des signes échographie thoracique que vous pourrez donc on aura l'occasion probablement d'en parler. Et donc, ça, la présence de ligne B à l'échographie thoracique. Nous pouvons aussi utiliser l'écho-Doppler pour apprécier les pressions de remplissage du ventricule gauche. Et en combinant ces arguments cliniques, biologiques et radiologiques, enfin, et échographiques, nous pourrons dire que la définition du choc cardiogénique est une hypotension artérielle avec une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, associée à des signes d'hypoperfusion tissulaire, confusion, cyanose, marbrure, froideur des extrémités et oligurie, avec des signes de surcharge pulmonaire et des signes de bas débit cardiaque cliniquement et échographique. L'utilisation d'autres moyens plus invasifs tels que les moniteurs de mesure du débit cardiaque devraient être utilisés de plus en plus pour une meilleure prise en charge de nos patients, pour un meilleur suivi. Quand nous avons ces signes cliniques échocardiographiques, l'utilisation de moyens plus invasifs tels que la PICO, tels que les cathéters de Swan-Ganz, probablement, qui restent très, très limités chez nous par manque de moyens et souvent par aussi par manque de moyens essentiellement. Je rajouterai donc dans cette introduction, en parlant un peu rapidement d'épidémiologie, nous savons que le syndrome coronarien aigu est à l'origine de 80% des chocs cardiogéniques dans les registres européens et américains, et que la différence ou la décompensation de l'insuffisance cardiaque chronique est la deuxième étiologie, avec 11% dans les registres, et bien sûr la décompensation de valvulopathie ou d'autres causes sont moins fréquemment retrouvées. Mais donc, ça reste que le syndrome coronarien aigu, dans la littérature, va se compliquer dans moins de 10% de cas en choc cardiogénique actuellement, probablement moins encore actuellement, mais qui garde une mortalité très importante, aux alentours de 40 à 50% selon les études. Et ça fait que, en fait, la prise en charge du choc cardiogénique n'a pas véritablement amélioré son pronostic. Et donc, il faudra trouver ou être plus agressif dans la prise en charge probablement pour pouvoir améliorer la mortalité de nos patients. Donc, on pouvait le voir ici, la mortalité à 6 mois liée au syndrome coronarien aigu a fortement diminué depuis 1995 selon l'étude FAST, qui est faite chaque 5 ans en France. Cette mortalité, cette baisse de mortalité s'est faite essentiellement aux dépens de la prise en charge interventionnelle et de la revascularisation des syndromes coronariens, mais pas d'amélioration dans le choc cardiogénique, même si, bien sûr, la revascularisation améliore le pronostic du choc cardiogénique fortement, et c'est la seule, en fait, intervention qui a permis de
prouvé qu'elle améliorait la prise en charge, mais ça n'a pas permis de baisser fortement la mortalité. Donc, nous sommes toujours aux alentours de 50% de mortalité dans le choc cardiogénique. Et donc, il faudra une réanimation beaucoup plus agressive, beaucoup plus intensive pour pouvoir améliorer le pronostic de nos patients. Donc, comme nous avons dit, donc je vais le répéter une dernière fois, les critères du choc cardiogénique, ce sont donc des critères d'hypotension, de bas débit et d'élévation des pressions de remplissage avec des signes d'hypoperfusion. Donc, c'est la défaillance de la fonction pompe cardiaque qui est à l'origine du choc cardiogénique et il faut revenir aux déterminants de cette pompe cardiaque, aux déterminants du débit cardiaque pour pouvoir comprendre sur quoi nous pourrons agir en thérapeutique. Donc, le débit cardiaque, comme vous le savez, il n'est pas lié juste à la contractilité myocardique, même si elle est un déterminant important, mais elle n'est pas le seul déterminant. Nous avons bien sûr la fréquence cardiaque, et nous savons que la fréquence cardiaque est souvent perturbée chez ces patients-là. Elle peut être trop élevée, empêchant le remplissage, trop basse et diminuant donc le débit cardiaque par effet donc de mathématiques. Donc, la fréquence cardiaque est un déterminant, mais bien sûr, le volume d'éjection systolique avec ces déterminants que sont la précharge, c'est-à-dire le degré de remplissage du ventricule gauche, bien sûr, dans notre cas, sa compliance, donc le degré de distensibilité, et ça, donc, c'est ce qu'on appelle les fonctions diastoliques du ventricule. Cette fonction diastolique est un élément très important. Elle est consommatrice d'énergie. Elle n'est pas juste, comme on a l'habitude de le croire, une composante passive. Effectivement, elle est plutôt consommatrice d'énergie et 40 à 60% de cette consommation d'énergie va se faire pendant cette diastole et l'ischémie va être à l'origine d'une dysfonction diastolique qui est beaucoup plus précoce que la dysfonction systolique, qui a des effets aussi délétères. Donc, cette compliance et cette précharge vont permettre en fait d'amorcer la pompe cardiaque pour qu'elle puisse engendrer donc une pression, cette pression d'éjection donc qui est engendrée par la contractilité intrinsèque du myocarde, c'est-à-dire sa force intrinsèque. En fait, la contractilité globale dépend de la précharge, donc selon la loi de Frank-Starling, mais selon le myocarde, selon la structure du cœur, nous avons une contractilité intrinsèque que nous verrons tout à l'heure, qui, elle, peut être perturbée par donc, la diminution de la masse musculaire cardiaque en cas, par exemple, d'ischémie ou de nécrose. Et bien sûr, la post-charge. La post-charge, donc, que sont, donc, en général, on va résumer ça comme étant les résistances opposées à l'éjection ventriculaire. Ces résistances-là sont en fait l'effet de plusieurs éléments, sont l'effet de la pression artérielle au niveau de l'aorte, sont l'effet de la valve aortique ou de l'orifice de la valve aortique, de la chambre de chasse du ventricule gauche, des résistances sur la paroi ventriculaire, mais aussi des résistances systémiques. Donc, ces éléments-là vont concourir à perturber la fonction ventriculaire gauche. Plus ces déterminants sont atteints, élévation de la post-charge, baisse de la contractilité, baisse de la compliance et des fonctions diastoliques, augmentation des pressions de remplissage. Ces éléments, ou bien leur baisse, enfin la baisse de la précharge, ces éléments vont altérer le volume d'éjection systolique. Et plus nous sommons ces éléments-là, plus nous aurons une défaillance cardiaque et donc une baisse du débit cardiaque. C'est-à-dire que nous devrons améliorer chacun de ces déterminants
pour pouvoir gagner sur le débit cardiaque. Nous ne pouvons pas dire que en cas de nécrose, nous avons une baisse de la contractilité et nous arrêter à la contractilité. Nous devrons optimiser la post-charge, optimiser la pré-charge, améliorer la fonction diastolique, améliorer la fonction systolique et améliorer ou permettre d'améliorer la fréquence cardiaque pour être le plus efficace possible. Mais je voudrais souligner un point important, c'est que ces éléments, ces déterminants, ne vont pas se faire gratuitement. C'est-à-dire que la fonction myocardique, le débit cardiaque produit par le cœur est un élément qui est, en fait, c'est une fonction qui va consommer de l'énergie. Elle va consommer de l'énergie pour pouvoir fonctionner. Cette énergie, bien sûr, sera fournie par les nutriments et bien sûr, cette énergie sera utilisée sous forme d'ATP à partir d'une oxydation, c'est-à-dire à partir de la consommation d'oxygène. Et donc, la consommation d'oxygène est un déterminant important pour comprendre la fonction cardiaque. Pourquoi? Parce que la meilleure fonction cardiaque, c'est celle qui va avoir le débit le plus optimal pour la perfusion du tissu, tout en consommant le moins d'énergie, c'est-à-dire le rendement, le meilleur rendement possible pour notre cœur. C'est ce qu'on appelle donc le travail cardiaque. Et pour comprendre le travail cardiaque, qui est donc un des éléments les plus remarquablement liés à la consommation myocardique en oxygène, nous allons revoir la courbe de pression-volume qui est devant vous. Donc, cette courbe de pression-volume, comme vous pouvez le voir, on peut commencer par exemple au niveau du point 4. Le point 4, c'est quoi? C'est l'ouverture de la valve auriculo-ventriculaire. Prenons pour le ventricule gauche, bien sûr, puisque c'est l'objet essentiel de notre cours aujourd'hui. C'est à peu près la même chose pour le ventricule droit. Il y a quelques différences qui ne sont pas primordiales pour l'objectif de notre cours aujourd'hui. Donc, l'ouverture de la valve auriculo-ventriculaire, la valve mitrale, va permettre le remplissage ventriculaire, c'est-à-dire l'augmentation du volume ventriculaire. Comme vous pouvez le voir ici, donc nous suivons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre cette boucle pression-volume. Donc, ouverture de la valve auriculo-ventriculaire, ouverture de la valve mitrale, augmentation du volume ventriculaire avec une augmentation minime, généralement en temps normal, donc c'est un cœur normal, de la pression. Donc cette augmentation de volume avec une augmentation minime de pression dépend de la compliance ventriculaire. Donc plus le cœur est compliant, mieux il se relâche, plus il se relâche, et plus il va se remplir avec moins de pression. Cette fonction, comme nous avons dit, elle n'est pas passive, elle consomme de l'énergie, en fait, pour se relâcher, pour faire simple, pour se relâcher, le ventricule gauche doit repomper le calcium qui était sorti en systole, et comme le calcium sorti en systole est sorti, enfin, le calcium cytosolique, et il est rentré dans le cytosol passivement, pour le repomper, on doit consommer de l'énergie, donc sous forme d'ATP, avec des pompes calcium ATPase, telles que la pompe CERCA. Donc, il va remettre le calcium dans le réticulum endoplasmique ou le réticulum sarcoplasmique. Et cette consommation d'énergie, c'est elle qui est à l'origine de la fonction diastolique de relaxation et donc d'améliorer la compliance myocardique. Donc, augmentation de volume, sans augmentation importante de pression, plus le cœur est compliant, moins la pression sera importante. Si le cœur était non compliant, pour une même augmentation de volume, nous aurons une pression plus élevée. Et nous verrons que cette pression plus élevée va donc être à l'origine d'une surcharge volumétrique sur le poumon, enfin d'une surcharge
du volume pulmonaire et d'un OAP. Maintenant, après quand la pression au niveau du ventricule va atteindre la pression auriculaire, nous aurons la fermeture en point 1 de la valve auriculo-ventriculaire, de la valve mitrale dans notre cas. Bien sûr, nous aurons après une contraction isovolumétrique. Donc, le cœur se contracte, il augmente sa pression sans augmenter son volume ou sans le diminuer, enfin, sans changement de volume. Puis, nous avons l'éjection et la diminution du volume ventriculaire, et c'est-à-dire nous aurons le volume d'éjection systolique qui est la différence entre ce volume-là, qui est le volume télédiastolique, et ce volume-là, qui est le volume télésystolique. Donc, cette éjection va se faire avec une augmentation de pression, c'est la pression systolique, qui donc va être au niveau de l'aorte. Puis, nous aurons une diminution de pression parce que le volume a diminué dans les ventricules. Et quand la pression au niveau du ventricule devient minimale, c'est-à-dire inférieure à la pression de l'aorte, nous aurons la fermeture de la valve aortique. Ce point-là est très important. Ce point-là, c'est-à-dire c'est la pression générée par le ventricule gauche qui est en train de se contracter encore. C'est la pression donc générée par le ventricule gauche pour un volume minimal. C'est le volume télésystolique. C'est le meilleur reflet de la contractilité intrinsèque du cœur. Comme vous pouvez le voir sur le schéma B, c'est un même cœur, c'est le même. Hein, ces différentes boucles jaunes et blanches sont issues d'un seul ventricule. Et nous pouvons voir que les points de fermeture de la valve aortique sont alignés sur une seule droite et la pente de cette droite, c'est-à-dire la pression générée pour un volume minimal, la pente de cette droite, pression pour volume, c'est l'élastance, qu'on appelle l'élastance max, c'est-à-dire l'élastance générée par un volume minimal. Et ça, c'est une élastance active, c'est la contractilité. Je n'ai pas le temps d'approfondir ces points-là, mais retenez que cette droite, la pente de cette droite, est le meilleur reflet de la contractilité. Si la pente baisse, c'est-à-dire si elle va vers la droite, c'est que la contractilité a diminué, et c'est-à-dire que c'est ce que nous aurons en cas d'insuffisance cardiaque systolique ou de défaillance systolique ou d'ischémie myocardique par exemple. Alors, nous avons généré des volumes, on a rempli le cœur et on l'a vidé. Donc, ces volumes-là, c'est le travail cinétique du cœur, c'est ce qu'on voit. Nous voyons que le cœur a pu éjecter du sang. C'est une énergie cinétique, c'est une énergie qui est donnée par un volume. C'est le travail extrinsèque du cœur, ce qu'on appelle le travail cardiaque extrinsèque, TCE, marqué ici. Le travail extrinsèque du cœur ou travail stroke work, c'est-à-dire travail éjectionnel, voilà. Le travail éjectionnel du cœur consomme environ 40% de l'énergie du cœur. Nous savons que ce travail-là, on le voit. Il est déterminé par deux éléments, par la largeur de notre courbe, de notre boucle. La largeur de notre boucle, c'est le volume d'éjection systolique. Et la hauteur de cette boucle, c'est-à-dire les pressions générées, de la pression la plus basse à la pression la plus élevée, pour pouvoir éjecter. Et comme c'est globalement un rectangle, à quelques points près, nous pouvons dire que cette surface-là, c'est la largeur fois la hauteur, c'est-à-dire les pressions générées fois les volumes générés. On peut utiliser cette méthode pour apprécier le travail cardiaque. Et si nous multiplions ça par le nombre de cycles par minute, c'est-à-dire par la fréquence cardiaque, nous aurons ce qu'on appelle l'énergie, le power,
le travail minute, c'est-à-dire si nous multiplions le débit cardiaque par la pression artérielle moyenne, qui est donc un reflet de cette pression générée par le cœur, nous pouvons apprécier le travail cardiaque. Plus elle est élevée, plus le cœur consomme de l'énergie. Mais ce n'est pas le seul élément consommateur d'énergie. Il y a aussi un deuxième élément, aussi important, voire même dans notre cas plus important. C'est ce qu'on appelle le travail cardiaque intrinsèque. C'est le travail de pression. Si nous disons que le travail éjectionnel est un travail de volume, c'est-à-dire c'est l'éjection, c'est le volume qui est généré, le travail de pression, c'est le travail d'amorce, de pressurisation de la pompe. Pour vous donner une petite analogie, c'est pas facile d'expliquer ça, surtout comme ça. C'est un peu la tonicité du cœur. Nous savons que nos muscles ont un tonus de base, c'est-à-dire que tous nos muscles, même quand on est complètement relâché, ils ne sont pas ils sont toniques. Ils sont toniques, et donc c'est une contraction qui est dite isométrique, c'est-à-dire que c'est une contraction sans mouvement, sans raccourcissement. Cette contraction tonique, qui est constante pour les muscles de l'organisme, consomme elle aussi de l'énergie. Pour le cœur, cette contraction tonique, entre guillemets, je reste que c'est une analogie pour expliquer, c'est cette force de pressurisation. C'est-à-dire à quel moment, à quelle pression nous sommes en train de nous contracter et nous relâcher. En fait, c'est ce triangle-là, c'est la surface de ce triangle entre le début de pression et la fin de la pression qui est cette énergie potentielle du cœur, c'est-à-dire cette énergie de pressurisation. Le cœur est toujours en train de lutter contre une pression, que ce soit en se relâchant ou en se contractant. Cette lutte continuelle pour laisser les fibres à une longueur donnée est une contraction ou est un travail qui ne consomme pas, qui consomme de l'énergie, mais qui ne produit pas de l'énergie cinétique. Il produit de l'énergie potentielle qui est dissipée en fait sous forme de chaleur essentiellement. Et ce travail qu'on appelle le travail cardiaque intrinsèque est aussi consommateur d'énergie. Dans le cas normal, comme vous pouvez le voir, les surfaces sont un peu équivalentes. Le travail cardiaque intrinsèque consomme environ 40% de l'énergie totale. Et le travail cardiaque extrinsèque aussi consomme environ 40 à 50% de cette énergie. Le reste, ce sont le fonctionnement des pompes, le fonctionnement de la pompe NAKTPase essentiellement, c'est-à-dire ce qu'on appelle donc le fonctionnement structurel. Et donc, il consomme 20%. Ce fonctionnement, on ne peut pas le modifier. Par contre, le travail cardiaque intrinsèque et extrinsèque sont appréciables et donc le travail global est directement lié à la consommation d'oxygène. Voilà, pour ne pas trop tarder, c'est pour vous dire que le myocarde, comme vous pouvez le voir ici, hein, un cœur normal, avec une surface du travail extrinsèque et la surface de travail extrinsèque. S'il y a une insuffisance ventriculaire due à un infarctus du myocarde, nous avons une diminution de la contractilité, comme nous avons dit, une diminution du travail extrinsèque, mais pas de diminution du travail intrinsèque importante. Et donc, il continue à consommer de l'énergie, mais pas beaucoup. Par contre, dans le choc cardiogénique, nous avons un décalage très important de la courbe avec une diminution, très forte diminution de la contractilité. Vous voyez, le Emax est fortement diminué. Une boucle qui est très petite, c'est-à-dire que normalement, elle consommerait beaucoup moins d'énergie, mais comme elle se fait à des pressions très élevées en termes de pression diastolique et de volume très élevé, pardon, c'est cette pression, cette surface, qui est donc le travail intrinsèque, va
être à l'origine d'une surconsommation d'énergie qui va altérer ou aggraver l'ischémie myocardique. Donc, nous avons un travail éjectionnel plus faible, avec une consommation en oxygène plus importante pour le même cycle. Donc, nous n'avons pas pris la consommation liée à la fréquence cardiaque. On n'a parlé que d'un seul cycle. Cette boucle, c'est un seul cycle cardiaque. Et donc, je voudrais insister sur cette courbe-là et nous verrons par la suite pourquoi est-ce que cet élément est très important pour comprendre la non-efficacité de nos thérapeutiques mises à des niveaux divers et surtout par exemple de la dobutamine. Donc nous allons rester là pour le moment. Cette dysfonction ventriculaire est un défaut de contractilité myocardique globale, alors que l'insuffisance cardiaque, c'est bien sûr le débit cardiaque qui ne satisfait plus les besoins en organisme. Ça peut être de multiples raisons pour avoir un bas débit cardiaque, mais quand on parle de dysfonction ventriculaire, c'est un défaut de contractilité. Voilà. Revenons à une physiopathologie plus classique. Donc, comme nous le savons, nous avons une dysfonction ventriculaire gauche qui est le primum movens de notre choc cardiogénique. C'est une dysfonction systolo-diastolique, donc avec une diminution du volume d'éjection systolique, un bas débit cardiaque, qui va être à l'origine d'une hypoperfusion systémique. Cette hypoperfusion et cette hypotension va stimuler le système adrénergique et aussi va stimuler les autres systèmes de compensation, c'est-à-dire le système rénine-angiotensine et l'ADH. Donc, cette stimulation va induire une vasoconstriction, une tachycardie qui va aggraver l'hypoperfusion coronaire, puisque nous allons diminuer le temps de diastole et nous allons consommer plus d'oxygène. Et donc, nous aurons une ischémie. Cette ischémie est aggravée aussi par l'élévation des pressions de remplissage qui vont engendrer une insuffisance respiratoire par un OAP, un effet shunt ou un shunt. Cette hypoxémie avec l'ischémie va aggraver la dysfonction ventriculaire dans un cercle vicieux qui va aboutir au décès. Donc, nous avons de multiples facteurs qui sont associés à cette dysfonction contractile, à ce défaut de contractilité, que sont l'augmentation de précharge avec l'augmentation des pressions télédiastoliques et de la dysfonction ventriculaire qui sera à l'origine donc de l'OAP, de l'augmentation de la post-charge dans le cadre de l'augmentation des résistances systémiques plus élevées dans le cadre d'une vasoconstriction, d'un défaut de contractilité, mais aussi des troubles plus fins tels que la synchronie, dans le cadre par exemple d'un bloc de branche gauche essentiellement, des troubles de la conduction, un BAV, une bradycardie et des troubles du rythme. Tous ces éléments vont concourir à la dysfonction ventriculaire et tous ces éléments doivent être recherchés, traités étiologiquement et traités symptomatiquement. Mais cette vision classique a été un peu mise en déroute par les résultats de l'étude choc et plus après par d'autres résultats qui ont démontré que les résistances vasculaires n'étaient pas aussi élevées. C'est-à-dire que la vasoconstriction n'est pas aussi intense et parfois nous avons dans 30% des cas des résistances normales ou basses. Comment expliquer cela? Nous expliquons cela par l'effet que l'infarctus du myocarde ou toute autre en fait, agression cardiaque aiguë va être à l'origine d'une inflammation systémique qui est elle-même due aussi à l'hypoperfusion systémique, c'est-à-dire que l'hypoperfusion des organes va être à l'origine d'une inflammation, d'un état SIRS, d'un état sepsis-like, avec nous savons que dans les chocs cardiogéniques, nous avons une élévation de la CRP, une hyperleucocytose, d'autres marqueurs d'inflammation sont aussi élevés, et c'est ce qui explique en fait cette vasodilatation inflammatoire due au monoxyde d'azote et au peroxyde nitrite va baisser les résistances périphériques et en fait ça va être à l'origine d'une hypotension, aggravant l'hypotension et décalant la perfusion des organes
puisque nous aurons des zones de vasodilatation, des zones de vasoconstriction, et les résistances globales peuvent être normales, comme nous avons dit. Donc, cet effet inflammatoire et vasodilatateur va expliquer l'introduction de drogues vasoactives, de drogues vasopressives telles que la noradrénaline dans la prise en charge du choc cardiogénique. Et cette inflammation systémique, plus elle est intense, plus elle sera un élément de gravité. Tout en sachant qu'il serait difficile de faire la part des choses cliniquement entre une inflammation due au choc cardiogénique et une inflammation due à une infection liée à un patient en état de choc cardiogénique. C'est très difficile et il faut rechercher ces signes inflammatoires cliniquement et biologiquement et guetter une source infectieuse pour pouvoir la traiter efficacement. Pour les étiologies du choc cardiogénique, comme nous avons dit, globalement, toutes les défaillances cardiaques, que ce soit l'infarctus du myocarde ou les autres cardiopathies, peuvent dégénérer ou induire un choc cardiogénique. Il est important de déterminer l'origine du choc cardiogénique parce que le traitement étiologique est très important et la réponse ventriculaire et ce que nous avons vu, les déterminants du ventriculaire, enfin les déterminants du débit cardiaque sont différents selon le type qu'il soit ischémique ou pas ou non ischémique. Donc, pour les infarctus du myocarde, la déférence, le choc cardiogénique peut être dû à une déférence de la pompe elle-même, un infarctus étendu, une récidive d'infarctus, c'est-à-dire c'est la surface contractile efficace qui est diminuée, que ce soit lors de l'infarctus lui-même ou parce qu'il y a une occlusion de plusieurs artères ou d'une artère dominante importante, ou un infarctus survenant sur un cœur déjà en dysfonction ventriculaire. Ou bien sûr, les complications mécaniques qui peuvent être associées, telles que l'insuffisance mitrale aiguë, la rupture septale, la tamponade qui peut être à l'origine d'un choc obstructif qui est donc une face du choc cardiogénique. Et l'extension vers le ventricule droit ou l'infarctus du ventricule droit est un élément très péjoratif et très important à rechercher. Ces éléments ischémiques, comme nous avons dit, où la consommation d'oxygène est très importante en plus de la fonction cardiaque elle-même, nous n'allons pas les voir dans les autres cardiopathies telles que les myocardites aiguës ou telles que les cardiopathies toxiques ou valvulaires, où là, souvent, en tout cas s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, la perfusion coronaire est maintenue et donc il y a moins d'ischémie et on peut tolérer une augmentation du travail cardiaque si nous arrivons à améliorer le débit cardiaque, ce qui n'est pas le cas pour l'infarctus du myocarde où on doit avoir le meilleur rendement possible parce que la consommation d'oxygène est aussi altérée. Cliniquement, comme vous le savez, nous pouvons diviser en 3 grands cercles les sites cliniques. Nous n'allons pas nous attarder sur ça parce que sinon nous allons trop tarder. Comme j'ai dit, donc nous avons les signes cliniques d'insuffisance ventriculaire gauche, droite et les signes d'hypoperfusion tissulaire. Voilà, vous les connaissez, un OAP, des crépitants, le galop, etc. Alors, actuellement, pour apprécier l'insuffisance cardiaque aiguë, il a été proposé de les diviser selon 2 grands axes, selon les signes de perfusion tissulaire, globalement le débit cardiaque, et le signe des pressions de remplissage, c'est-à-dire des pressions de remplissage élevées, périphériques ou pulmonaires, en 4 classes d'insuffisance cardiaque. Le cas que nous considérons aujourd'hui, c'est le patient froid et mou, enfin froid et humide, voilà, froid et humide. C'est des patients donc avec signe de surcharge, que ce soit des œdèmes périphériques ou des œdèmes pulmonaires, et une hypoperfusion tissulaire. Je ne vais pas m'attarder sur ça non plus. La prise en charge globale du choc cardiogénique va nécessiter une prise en charge rapide, déterminer le risque de choc. Si le patient est en état de choc ou à risque de faire un état de choc, il doit être pris rapidement et
agressivement. C'est les mots-clés d'aujourd'hui, comme nous avons dit tout à l'heure. Pour cela, nous allons commencer toujours dans l'ordre A, B, C, D, A, B, C, D, E. Évaluation de l'airway et du breathing, c'est-à-dire évaluation respiratoire, la ventilation, que ce soit l'oxygénation ou en instaurant une ventilation mécanique invasive ou non invasive, selon les cas. Une réanimation hémodynamique, très importante. Stabilisation des tensions, stabilisation des pressions de remplissage. Donc, pour cela, nous aurons besoin souvent d'avoir recours à des mesures invasives de pression artérielle et de pression veineuse. Et le cathéter artériel et le cathéter veineux sont fortement recommandés, en fait. Pas fortement recommandé dans le sens recommandation, guidelines, c'est un A, un B. Non, je veux dire que l'agressivité de la prise en charge est très importante parce que il est impensable de prendre en charge quelqu'un d'aussi grave sans une appréciation précise de ces paramètres. Nous savons que la pression artérielle non invasive, à elle seule, ne suffit pas pour apprécier la totalité des paramètres ou des critères hémodynamiques. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons des index tels que l'index, donc le rapport PAS-PAD sur PAS, qui était un élément qui pourrait nous orienter vers l'index cardiaque. Nous avons parlé aussi du travail cardiaque, hein, PAM fois index cardiaque, si nous avons la possibilité d'avoir l'index cardiaque à l'écho-cœur, par exemple. Donc, l'évaluation clinique était très importante. Le cathé artériel va nous permettre d'avoir une gazométrie artérielle, va nous permettre d'avoir une pression artérielle en continu. Et le cathé veineux central va nous permettre d'avoir la saturation veineuse centrale qui peut être très importante pour l'évaluation du retentissement du choc et de la perfusion des organes et du débit cardiaque. Chose qui reste très sous-utilisée dans le choc cardiogénique puisque souvent ils sont pris en charge en cardiologie, donc les cardiologues ne sont pas très familiers avec ce genre de pratique, chose qui pourrait être très importante pour la prise en charge de leurs patients. Par contre, ils sont mieux en côté donc échographie transthoracique et coronarographie, chose qui est très importante bien sûr dans la prise en charge de ces patients-là, vu que, comme nous avons dit, hein, la revascularisation à n'importe quel moment de la prise en charge, quand on a un choc cardiogénique d'origine ischémique, est un élément capital. Voilà, vous reverrez un peu les autres éléments de prise en charge que je vous laisse lire. Je vais détailler quelques points qui me semblent importants pour comprendre, en fait. Nous avons dit que le support respiratoire est très important, que l'oxygénation est un élément primordial, hein, c'est le premier élément avant même toute autre intervention, c'est d'oxygéner l'organisme. Pour cela, donc, le support respiratoire va permettre d'augmenter la PaO2 et le transport artériel en oxygène en augmentant le contenu artériel en oxygène, mais aussi la ventilation à pression positive a des effets bénéfiques sur un myocarde, sur un ventricule gauche qui dysfonctionne, et la mise sous ventilation non invasive ou invasive est un élément très important, sous-utilisé aussi pour des raisons aussi donc de matériel parfois, comme j'ai dit, donc la prise en charge en cardiologie parfois n'est pas, donc les cardiologues ne sont pas aussi, voilà, on va dire, sensibilisés. Voilà. Et donc la pression positive, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette pression positive en CPAP ou en BiPAP, dans ce cas probablement c'est la BiPAP qui est mieux, avec une pression positive qui va permettre de diminuer la précharge du ventricule gauche en diminuant le retour veineux à partir de la veine cave inférieure, c'est-à-dire que initialement on aura une augmentation de la précharge du VG, mais
après quelques cycles, nous aurons une diminution de la précharge du VD et du VG, et donc moins d'œdème pulmonaire, puisque nous avons dit que l'augmentation de la précharge est un élément important donc les pressions de remplissage sont un élément important dans le choc cardiogénique, moins de pression de remplissage, diminution de pression de remplissage par cette pression positive, mais aussi diminution de la post-charge du VG. Comment est-ce qu'il y a une diminution de la post-charge du VG? Comme vous pouvez le voir, le VG il est dans le thorax, il éjecte dans l'aorte qui est elle-même dans le thorax, mais les artères systémiques sont extrathoraciques pour leur plupart. C'est-à-dire que les résistances périphériques, qui sont un élément important dans la post-charge, sont extrathoraciques. C'est-à-dire que nous sommes en train de comprimer le cœur, de lui donner une pression, et c'est cette pression-là qui va l'aider à éjecter. C'est-à-dire que c'est comme si que nous faisions un petit massage, une petite surpression sur le cœur pour qu'il puisse éjecter mieux. Hein, et en fait, c'est mathématiquement comme si on diminuait la post-charge. Voilà, pour ne pas faire plus compliqué. Donc, la pression positive permet de diminuer la post-charge du VG, de diminuer la précharge du VG. Donc, elle met au repos non seulement l'appareil respiratoire, mais elle améliore l'appareil cardiovasculaire. Bien sûr, il y a des modalités qu'il faut suivre pour, donc généralement on monte par des paliers de pression, on passe d'une PEP à 5 et d'une aide à 5 jusqu'à arriver à une PEP à 10, voire plus pour les chocs cardiogéniques avec atteinte du VG essentiellement. Le support hémodynamique est très important aussi. Comme nous avons dit, le remplissage va permettre d'optimiser la contractilité, puisque nous serons au sommet de la courbe de Frank-Starling, et d'éliminer une part d'hypovolémie. Ça reste important, surtout si nous pouvons apprécier l'index cardiaque. C'est-à-dire si nous avons des méthodes de mesure d'index cardiaque ou de débit cardiaque, il serait plus souhaitable de faire un test de remplissage pour pouvoir optimiser cette prise en charge, donc en donnant 250 ou 500 ml de cristalloïde général. Les inotropes et les vasopresseurs sont très importants. Ils n'ont pas démontré leur intérêt réel, mais on sait que c'est, en fait, pour le moment en Algérie surtout, pour nous, c'est les seuls médicaments que nous avons pour le choc cardiogénique. Et il serait souhaitable de savoir les utiliser à bon escient. Donc, le schéma que je vous montre un peu la fonction des inotropes, que ce soit les catécholamines qui vont agir sur le récepteur bêta, que ce soit donc la dobutamine qui est un bêta pur, ou la noradrénaline qui est un alpha plus que bêta, ou l'adrénaline qui est un alpha bêta agoniste. Donc, toutes ces catécholamines vont agir sur les récepteurs bêta qui vont améliorer la contractilité en augmentant le calcium cytosolique, mais aussi elles vont améliorer la relaxation. Donc, les bêta-récepteurs sont chronotropes positifs, bien sûr, ils vont augmenter la fréquence cardiaque, inotropes positifs, ils vont augmenter la contractilité, mais aussi lusitropes positifs, c'est-à-dire qu'ils vont améliorer la contractilité. Mais cette amélioration de contractilité et cette amélioration de relaxation va se faire au dépend d'une surconsommation d'oxygène. Comme nous avons dit, nous aurons un décalage de notre courbe vers la droite. Même s'il y a une augmentation de la contractilité, même s'il y a une amélioration de la fonction diastolique, nous aurons une augmentation du travail intrinsèque et extrinsèque du cœur et une surconsommation d'énergie. C'est ce qui explique que nos catécholamines, et la dobutamine en particulier, n'ont pas amélioré la mortalité et la survie dans le choc cardiogénique d'origine ischémique, contrairement aux autres origines de choc cardiogénique. Alors, nous avons aussi d'autres médicaments tels que les inhibiteurs de la phosphodiesterase 3, tels que le milrinone. Hein, comme vous pouvez le voir ici, le deuxième messager des récepteurs bêta, c'est l'AMP cyclique, qui lui est dégradé par la phosphodiesterase 3 en AMP. Donc, si on a un inhibiteur de la phosphodiesterase 3, nous allons augmenter l'AMP cyclique et nous allons augmenter l'action
des récepteurs bêta. En fait, cette milrinone pourrait être utilisée si le patient est sous bêta-bloquant, et c'est une des indications. Les patients bêta-bloqués, souvent nos patients sont bêta-bloqués, initialement bien sûr, hein, enfin antérieurement, et les catécholamines bêta-mimétiques ne pourront pas agir efficacement, et d'où l'intérêt d'utilisation de ces inhibiteurs de phosphodiesterase. Mais c'est la même chose, nous aurons une surconsommation d'énergie. Troisième médicament inotrope positif, c'est le lévosibandant, c'est-à-dire un médicament sensibilisateur de la troponine C au calcium. Il va améliorer la liaison calcium-troponine C, améliorer l'efficacité du calcium. Donc lui, il est indépendant des récepteurs bêta, hein, il va passer d'une façon directement sur la troponine C, mais il a d'autres effets secondaires parce que c'est un inodilatateur, c'est-à-dire qu'il est très fortement vasodilatateur et il va induire une baisse importante de la pression artérielle. Et comme nous avons dit, dans le choc cardiogénique, nous avons une part inflammatoire avec une baisse des résistances systémiques. L'utilisation de vasopresseurs pourrait être un élément de prise en charge primordial et il a même surplanté la dobutamine en termes de niveau de preuve. Mais c'est-à-dire, en fait, c'est l'association inotrope-vasopresseur qui devrait être utilisée dans le choc cardiogénique quasiment tout le temps. Ces vasopresseurs, ce sont la noradrénaline, qui est un alpha plus que bêta. Donc, il est non seulement vasopresseur, mais il est aussi un peu inotropositif. Étant donné qu'il est inotropositif, il va augmenter un peu la consommation d'oxygène du myocarde. Et c'est pour ça que certains lui préfèrent, les études ne sont pas encore bien claires sur ça, l'utilisation de la vasopressine, qui, elle, est un vasoconstricteur. Il n'agit pas sur le myocarde et donc pourrait améliorer cette performance, enfin augmenter la pression sans augmenter la contractilité, la consommation d'oxygène du myocarde. Mais actuellement, les catécholamines sont le traitement de première ligne et c'est l'association dobutamine-noradrénaline qui devrait être utilisée en première intention chez les patients en choc cardiogénique et non pas l'adrénaline, parce que ces effets inotropes et chronotropes sont trop importants et donc trop de consommation d'énergie. La même chose pour la dopamine qui a été écartée de la pharmacopée du choc cardiogénique actuellement depuis une étude donc, qui date un peu maintenant, où elle a comparé la noradrénaline à la dopamine, où dans le choc cardiogénique, la dopamine faisait beaucoup moins bien que la noradrénaline. Et ça s'explique parce que la dopamine a un effet bêta plus important que la noradrénaline et donc son effet de surconsommation d'énergie et d'arythmicité sont plus importants et donc c'est ça qui va induire une surmortalité. Voilà, je vous remets un peu les recommandations pour les différents médicaments inotropes et vasopresseurs. La dobutamine reste le premier traitement de première intention en cas d'hypoperfusion avec un choc cardiogénique, mais l'utilisation doit rester, donc le traitement, enfin, la dobutamine doit être utilisée pour une période courte, parce que elle a des effets délétères et elle a même montré qu'il y avait une surmortalité par l'utilisation de la dobutamine. Le lévosibandant et les inhibiteurs de la phosphodiesterase 3 peuvent être utilisés, comme nous avons dit, chez les patients en bêta bloqué ou quand nous avons donc une dépendance trop importante à la dobutamine. C'est les deux indications actuellement et probablement donc au cas par cas, ils peuvent être utilisés. C'est là l'intérêt donc de la compréhension physiopathologique dans les états de choc et du choc cardiogénique pour pouvoir traiter efficacement nos patients. Les vasopresseurs, comme nous avons dit, la noradrénaline est le vasopresseur de choix, comme vous pouvez le voir, donc preuve 2B, hein, niveau de preuve 2B, accord niveau B, mieux que la dobutamine pour les accords. Voilà un petit algorithme pour reprendre tout ce que nous avons dit. Donc, nous allons évaluer le patient cliniquement, échographiquement, d'une façon invasive ou biologiquement. Chercher des signes de sepsis, bien sûr, un autre facteur déclenchant. Faire une
angioplastie, une revascularisation précocement, optimiser le statut volimique. S'il y a une surcharge importante, nous pouvons avoir recours aux diurétiques. Donc, diurétique plus noradrénaline, dobutamine, ce n'est pas une hérésie. Donc, maintien de la pression artérielle par la noradrénaline et utilisation des inotropes pour réduire les pressions de remplissage et améliorer la contractilité et le débit cardiaque. Donc, pour le NO et la prostacycline, nous allons passer. Voilà, bon, ça, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais ce n'est pas en plus l'objet du cours aujourd'hui. La revascularisation, comme nous avons dit, dans le choc cardiogénique, est une revascularisation qui doit être précoce quand il y en a un ST+. Si c'est un non-ST+, comme vous pouvez le voir, s'il y a une dysfonction ventriculaire aussi, on doit passer en salle de cardie. Passons maintenant à l'assistance circulatoire. Nous allons parler de trois grands types d'assistance circulatoire. Le ballonnet à contre-pulsion, donc, qui est abandonné actuellement depuis l'étude choc d'ailleurs, et qui est de moins en moins utilisé, et dont nous verrons le principe rapidement. Les assistances ventriculaires gauche, les LVAD, et l'ECMO, ou l'oxygénation membranaire extracorporelle, donc véno-artérielle dans le cas du choc cardiogénique. Dans tous les cas, donc l'objectif c'est double, d'améliorer la perfusion de l'organisme et de mettre au repos le cœur pour qu'il puisse se rétablir ou pour qu'on puisse passer à une transplantation cardiaque. Donc, globalement, c'est deux grands objectifs de l'assistance circulatoire. On parle de bridge to recovery ou bridge to transplant. Voilà un peu les caractéristiques des principaux assistants circulatoires. Le ballonnet de contre-pulsion, l'ECMO et l'Impella, qui est dans un des formes de LVAD, enfin des formes d'assistance ventriculaire gauche. Donc, l'élément important, c'est les effets sur la précharge et le débit cardiaque. L'ECMO va augmenter la post-charge, diminuer un peu la précharge, alors que l'Impella ne va pas augmenter la post-charge, et c'est ce qu'on voit ici. Donc, il met au repos le cœur, il y a une diminution de sa contractilité, mais en même temps, il diminue fortement la consommation d'énergie, alors que l'ECMO diminue la contractilité, mais au dépend d'une augmentation un peu de la post-charge et une augmentation donc de la consommation d'énergie. Pour le ballonnet de contre-pulsion, un peu le principe, comme vous pouvez le voir ici. Donc, nous avons deux temps, le temps de l'inflation et le temps de déflation. Le temps d'inflation va se faire en diastole, il doit être synchronisé avec la diastole. Donc, on met le ballonnet de contre-pulsion en intrathoracique. On le gonfle, donc il va se gonfler et en diastole, donc augmentant les pressions au niveau de l'aorte thoracique, augmentant la pression de perfusion coronaire, ce qui pourrait améliorer la perfusion myocardique et la perfusion du cerveau. Puis en diastole, nous aurons une déflation, systole, nous aurons une déflation. Cette déflation va avoir pour effet donc un petit effet succion sur le sang. Donc nous allons sucer le sang qui est ici et donc améliorer un peu le volume d'éjection systolique. C'est comme si on aspirait et donc diminuer les résistances et la post-charge du VG un peu, et donc une augmentation de 0,5 litres par minute du débit cardiaque à peu près, et une amélioration de la perfusion des organes. Mais ça reste, donc les études ont un peu démontré que ces effets-là sont modestes et qu'ils n'amélioraient pas la mortalité, mais qu'ils ne faisaient pas non plus mal. Plus, c'est-à-dire ils n'augmentaient pas la mortalité non plus. L'Impella, donc, c'est un dispositif qui va se mettre au niveau du ventricule gauche, qui va aspirer le sang et donc va se mettre donc à travers l'artère fémorale, et il se met en percutané au niveau du ventricule gauche. Il va aspirer le sang et donc décharger le ventricule gauche.
pour ce qui est de l'ECMO, c'est une pompe extracorporelle qui va permettre donc d'aspirer le sang veineux et de le remettre en fémoral généralement ou en jugulaire, donc le remettre au niveau, en fémoral, aspirer en jugulaire ou en fémoral et le remettre au niveau fémoral. Mais quand on remet au niveau fémoral, nous aurons aussi donc une augmentation de la post-charge puisque nous sommes à contre-courant de la pompe cardiaque. En conclusion, comme nous avons dit, il faut être agressif, il faut être rapide pour la prise en charge du choc cardiogénique. Il est difficile de ne pas améliorer, il est difficile de comprendre la totalité de cette physiopathologie pour une seule présentation. C'est pour ça que je me suis attardé sur un élément que je pense être important et souvent non expliqué. Les autres éléments aussi doivent être appris. Hein, toute compréhension nécessite une vue d'ensemble et c'est sur ce point-là que je voulais essentiellement axer ma présentation, c'est-à-dire sur la boucle pression-volume que je vous invite à revoir et à essayer de mieux la comprendre. Vous pouvez revoir aussi la vidéo un peu et je reste à votre disposition pour les questions et je vous remercie.